alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous psycho de bonheur. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les jours dès 11h, de 11h à midi en compagnie de Sophia. Sophia, salam alaikum. Alaikum salam, bonjour William, bonjour auditeurs, auditrices, Facebookers, Facebookeuses. On est au taquet aujourd'hui. On est également en compagnie de Abdesalem. Abdesalem, salam alaikum, bonjour. Alaikum salam, bonjour William et bonjour Sophia. Ce rendez-vous de bonheur a pour objectif d'aborder chaque jour un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Le désir de tous les membres de l'équipe France Maghreb 2 est de vous sortir de votre isolement et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à vos côtés. Alors Sophia, dis-nous, où est-ce qu'on peut nous retrouver ? Alors oui, excuse-moi William pour le temps que ça monte au cerveau. On peut nous suivre sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la télé, l'application, le site internet. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à laisser vos réactions, vos avis, vos commentaires, à nous raconter des épisodes de vie, à nous conseiller des sujets à traiter parce que cette émission est la vôtre et nous sommes là pour vous. Exactement. Et au sommaire de l'émission, la dépression, la prévenir et s'en sortir. Alors, Sophia, est-ce que tu peux déjà nous dire, est-ce que tu as des chiffres, est-ce que tu peux nous dire ce que tu sais sur la dépression ? Alors, la dépression est un trouble psychiatrique, l'un des plus fréquents, hein. D'après l'OMS, d'ici 2021-22 même, la dépression sera la deuxième cause d'invalidité à travers le monde après les troubles cardiovasculaires. Donc, ça équivaut quand même à un trouble physique, mental, c'est assez important. En outre, cet organisme nous avertit que ces chiffres continueront d'augmenter à l'avenir si nous n'assumons pas toutes les nouvelles approches en matière de santé mentale. La dépression est une maladie qui se caractérise par plusieurs traits, comme une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une humeur dépressive, une perte de motivation ou de faculté à prendre des décisions, une diminution de sentiment de plaisir, des troubles alimentaires ou du trouble du sommeil et des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu propre. Exactement. Alors, pour entrer en matière, la première chose que je vais dire moi tout de suite, je vais donner le ton parce que c'est important que nos auditeurs et que nos Facebookers puissent connaître la lecture que moi j'ai, la lecture que moi j'en ai de la dépression. Déjà, donc tout de suite, je préfère dire que pour moi, c'est ma lecture, la dépression n'est pas une maladie. Alors, je sais qu'il y a des médecins, qu'il y a des psychiatres qui nous écoutent, qui vont sauter sur ils vont sortir de leur fauteuil, de leur chaise, ils vont bondir à l'écoute de ce que je suis en train de dire, mais c'est important que les personnes qui se pensent touchées ou concernées par la dépression puissent entendre ce que je vais dire. Moi, je ne préfère pas parler de maladie, je préfère parler de fatigue psychique, de fatigue psychologique. Pourquoi ? Parce que si moi, je me dis que c'est une fatigue, je ne vais pas l'appréhender de la même façon que si je dis que c'est une maladie. Si je dis que c'est une maladie, malheureusement, je vais en avoir honte, ça va être un tabou, je vais même culpabiliser et je vais avoir tendance à être dans le déni et à minimiser et à rejeter même l'idée de pouvoir être en dépression. Moi, j'aime bien donner cet exemple parce que pour moi, je trouve qu'il est très parlant. J'aime bien donner l'exemple du téléphone portable ou de l'ordinateur. Vous voyez, vous avez tous, et surtout là en ces temps de confinement, vous avez tous recours à vos téléphones et à vos ordinateurs portables et vous vous rendez tous compte que on a certains de nos outils informatiques qui vont avoir tendance à se décharger plus vite que d'autres. Quand votre téléphone ou votre ordinateur se décharge, vous vous dites pas qu'il est foutu, vous vous dites pas qu'il est cassé, vous vous dites pas qu'il faut aller le faire réparer. Non, vous allez vous dire, ok, je l'ai trop sollicité, je l'ai trop utilisé, ou peut-être que il y a dans mon téléphone ou dans mon ordinateur des applications ou des photos ou des choses qui sont ouvertes et qui ne servent à rien, qui sont inutiles et qui vont épuiser mon appareil électronique. Eh ben, c'est exactement pareil, c'est la même chose sur le plan psychologique. La dépression, c'est une alarme, c'est une alerte qui vient vous dire qu'il y a quelque chose en vous, qu'il y a quelque chose dans votre façon d'utiliser, de vous servir de votre être qui vous épuise. Donc déjà, d'entrée de jeu, tout de suite, on enlève, on retire l'idée de la maladie. C'est une souffrance, c'est une fatigue psychologique dont il faut avoir conscience. Est-ce que tu me suis, Sophia ?
Oui, je pourrais Quelle idée, même, toi, tu en as? De façon très, 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 très générale. Quelle idée, toi, tu en as de la dépression? Vraiment, dis-nous toutes les idées qui te viennent. honnêtement, pour l'avoir connu, rencontré et côtoyé pendant pas mal de temps, hein, je dirais que c'est traverser ses propres limbes, ses propres ténèbres. C'est rentrer à l'intérieur de soi et perdre toute la lumière, extérieure, intérieure, vraiment ne plus voir le bout du tunnel. Exactement. Et t'as déjà avancé un petit peu dans ce que nous allons dire, mais en même temps, c'est pas pour rien que nous faisons cette émission ensemble. Tu as déjà employé des termes de psychologie, mais souvent, l'idée qu'on en a, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était que la dépression, c'est une faiblesse, c'est que je ne fais pas suffisamment ce qu'il faut pour me donner le courage et la motivation pour avancer. C'est vraiment souvent très, très mal perçu. Alors, on peut commencer peut-être par parler des causes de la dépression, parce que c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas avec précision ce qui cause la dépression. Hein, donc, on ne sait pas exactement pourquoi notre téléphone ou notre ordinateur, à un moment donné, va se décharger plus vite qu'à un autre moment. On sait en tout cas que c'est une souffrance qui est complexe et qui fait intervenir plusieurs facteurs. On va parler d'abord du facteur biologique. C'est important qu'on puisse évoquer ça, puisque quand moi je parlerai des traitements de la dépression, forcément, je vais revenir à ce que je vais dire maintenant. La biologie du cerveau est très complexe. On observe chez les personnes dépressives, ça c'est sûr, on le sait, un déficit ou un déséquilibre sur le plan cérébral de certains neurotransmetteurs, hein, les hormones du cerveau qui font que les différentes parties de notre cerveau communiquent ensemble. On sait avec sa certitude qu'au niveau des neurotransmetteurs du cerveau, il va y avoir un déficit ou un déséquilibre, notamment de la sérotonine. Ce déséquilibre, hein, ce déficit au niveau de ce neurotransmetteur va faire que ça va agir au niveau de mes pensées, mais aussi au niveau de mon physique, de mon corps. On sait aujourd'hui, c'est fini, on n'est plus dans des idées, très fermées, très cloisonnées, que d'un côté on a notre corps et que d'un côté on a notre esprit. Aujourd'hui, et heureusement, on n'est plus dans cette position-là. On sait que notre psyché et que notre corps fusionnent ensemble. On sait que la façon dont on pense, ça va agir, ça va avoir un impact sur notre fonctionnement neurocérébral notamment. Par exemple, si je fais quelque chose qui me fait plaisir, si je pense à une chose qui me fait plaisir, eh ben, d'un coup, dans mon cerveau, il y a un neurotransmetteur qui va être sécrété qui s'appelle la dopamine, l'hormone du plaisir, de la récompense. Et c'est ce qui va nous pousser à de nouveau reproduire, recommencer, réitérer ce comportement ou cette attitude. Donc, aujourd'hui, on sait que nos pensées ont un impact sur notre fonctionnement cérébral. Et étant donné que ça a un impact sur mon fonctionnement cérébral, ça va automatiquement avoir également un impact sur mon corps. Donc, les principales hormones qui rentrent en jeu et qui sont déficitaires dans la dépression, ça va être la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, le cortisol et les endorphines. Donc, tous ces neurotransmetteurs-là, il y a quelque chose qui est dysfonctionnant au niveau de mon cerveau. Et donc, forcément, c'est qu'au départ, tu te souviens, Sophia, maintenant, tous nos Facebookers et tous nos auditeurs savent que c'est parce que je pense, que je ressens, que je réagis. Hein. Donc, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on voit sur l'image. Et je reviendrai sur cette image en fin d'émission. C'est parce que je pense, que je ressens, que je réagis. Et donc, on sait que certaines situations peuvent déclencher un dérèglement complet ou temporaire de la sécrétion de la sérotonine, hein, notamment des situations de stress constant, les situations où je vais avoir trop d'attentes vis-à-vis de moi. On en avait déjà parlé dans une précédente émission qui évoquait le burn-out familial et également dans la dépression. Alors, est-ce que tu sais faire, Sophia, la différence entre déprime et dépression? Alors, la déprime, c'est un moment de tristesse ou de mal-être court, peut-être intense, hein, mais moindre, passager. Or que la dépression, ça va être le même mood, mais beaucoup plus ancré, profond et long terme. Sur le long terme, du moins. Eh oui, alors tu as employé le terme de long terme et ça me va. Alors, le terme de dépression, comme je disais, c'est un terme qui était encore il n'y a pas très longtemps tabou. Malheureusement,
et c'est peut-être ça aussi qui a concouru à ce qu'il soit tabou, souvent ce terme, il est employé à tort dans le langage courant. Souvent, on l'emploie, je suis en dépression, pour décrire des situations qui en fait sont inévitables dans des périodes dans différentes périodes de notre vie, à savoir la tristesse, l'ennui. Voilà, c'est des moments où on va naturellement être déprimé. Mais la dépression, ce n'est pas la déprime, ce n'est pas la dépression, comme tu l'as très bien dit, et c'est une question de terme, c'est une question de temps. On considère, les psychologues, les psychiatres considèrent qu'à partir du moment où ça dure plus de 2 semaines, au-delà de 2 semaines, là, on n'est plus dans une déprime, on est véritablement dans une dépression. La dépression, c'est une souffrance qui est chronique et qui répond à des critères diagnostiques très précis qu'il faudra que nous présentions aujourd'hui. C'est important que nos auditeurs et que nos Facebookers puissent se positionner eux-mêmes dans leur ressenti par rapport à cette question de la dépression qui est souvent galvaudée, qui est souvent utilisée, ce terme est souvent utilisé à tort. Alors, moi, c'est ma lecture là aussi, c'est la posture que j'ai décidé de prendre depuis 12 ans dans ma pratique de psychologue. Pour moi, il existe 2 types de dépression. Il faut déjà avoir juste ça à l'esprit. Il y a 2 types de dépression. Il y a ce que moi j'appelle les dépressions endogènes et ce qu'on appelle les dépressions exogènes. Endogène, ça veut dire que ça vient de moi. Hein. Vous savez que nous vivons dans 2 réalités, ma réalité interne, ma réalité externe. La dépression endogène, c'est quand c'est ma réalité interne, en dehors de tout ce que je vis, qui va faire que je vais être déprimée pendant plus de 2 semaines, à savoir donc dépressive. Dans la dépression endogène, endo, ce qui vient de moi, c'est ce qu'on retrouvera dans le trouble bipolaire, ou ce qu'on appelait avant les dépressions la maniaco-dépression. Le trouble bipolaire, c'est vraiment un trouble psychiatrique dont on ne parlera pas aujourd'hui, peut-être que ce sera le sujet d'une autre émission. Ce trouble psychiatrique qui se caractérise par des périodes de dépression majeure, et donc la dépression majeure, je vais y venir par la suite, et aussi des épisodes maniaques ou hypomaniaques. Alors, quand on parle de manie ou d'hypomanie en psychologie, c'est pas l'obsession de la propreté, hein, c'est pas le fait d'avoir besoin constamment, parce qu'on est angoissé, de nettoyer, de ranger sa maison. C'est pas ça. L'hypomanie ou la manie en psychologie, c'est quand j'ai trop d'énergie sur le plan psychologique, je suis débordée par mes pensées, que je suis envahie par des pensées qui ne s'arrêtent pas. J'ai l'impression que j'arrive pas à m'arrêter de penser, de parler, de réfléchir. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les dépressions endogènes. Et c'est pas notre propos, c'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Il y a une autre forme de dépression, et là, c'est ce qu'on appelle les dépressions exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, ou aussi ce que j'appelle les dépressions réactionnelles. Et là, la dépression réactionnelle, c'est une dépression qui va être en réponse à ce que je vis, à ce qui me vient de l'extérieur. Par exemple, vivre des pertes à répétition. Qu'est-ce qu'on peut vivre, Sophia, qui pourrait nous amener un certain temps, en plus de perdre des gens, de perdre des gens qu'on aime, qu'est-ce qui pourrait nous amener, selon toi, à être fatigué, à être dans un épuisement? Gardez juste ça à l'esprit. La dépression, c'est un épuisement, c'est une fatigue qui va avoir un retentissement sur toutes les sphères de notre être. Alors, à part perdre quelqu'un, c'est quand même déjà beaucoup, perdre quelqu'un qu'on aime, perdre un amoureux, un parent, vivre une séparation, perdre un emploi, à part ça, qu'est-ce qu'on peut vivre, selon toi, qui peut nous amener à de la fatigue psychique? Une accumulation de frustration, une accumulation de déception, une accumulation de trahison, une accumulation de sentiments négatifs, en fait, qu'on va donc accumuler à l'intérieur, qu'on va ranger dans un coin de notre tête, qu'on va pas forcément traiter, qu'on va prendre, régler le dossier, non. On va les accumuler. On va mettre une sorte de petit rideau par-dessus, histoire de cacher et continuer de vivre notre vie, faire ce qu'on a à faire, vaquer à nos occupations. Puis un beau jour, on va avoir la frustration ou la déception de trop. On va essayer de le planquer, sauf que ça sera trop, donc tout va s'écouler et le rideau va tomber. Et là, on va être en PLS, niveau au-dessus de la dépression, genre. Bravo, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de nous décrire. Alors, quand on vit différentes situations, donc je vais en citer quelques-unes, qui font que, au lieu de pouvoir verbaliser et exprimer les émotions qui résultent de ces situations, on les contient à l'intérieur de nous, forcément, à force, on va finir par s'épuiser. C'est exactement ce que tu viens de dire. Alors, tout à l'heure, je disais, le fait de vivre. Ça revient, à ce que tu dis très souvent. Les sentiments, ce qu'on ressent, il faut les exprimer, sinon c'est un poison à l'intérieur de nous. Exactement. Et ça va nous entraîner.
D'accord. Exactement. Ça, elles agiront pour moi, mes émotions, ou elles agiront contre moi à un moment ou à un autre. Donc, vivre des pertes à répétition, vivre avec un conjoint, un parent qui est violent ou qui est lui-même dépressif, ça aussi, ça peut faire qu'on se fatigue à force puisque ça induit des émotions désagréables. Le fait de vivre un stress chronique, puisque ça m'amène à un stress chronique, par exemple, avoir un emploi qui est trop chargé, stressé de mon mari ou mon enfant ou mon parent doit sortir pour aller faire des courses et j'ai peur et je m'inquiète, bah, tout ça, ça va m'exposer à un stress chronique, se sentir également constamment débordé, avoir l'impression de perdre le contrôle sur son existence, avoir vécu aussi des événements, des situations traumatisantes, ça aussi, ça peut m'amener à petit à petit avoir ma batterie, la charge de mon téléphone qui se décharge, ma batterie qui baisse. Vivre aussi, on le dit pas assez, mais vivre aussi dans des conditions difficiles, avoir un petit salaire, avoir des problèmes d'argent, vivre dans un logement exigu, et on le voit encore plus là en situation de confinement, le fait d'être un parent, une mère ou un père monoparental, ça aussi, ça peut m'exposer au risque de développer une fatigue, de développer une dépression, et aussi, je peux faire. Pardon? L'harcèlement, subir de la violence physique ou mentale, c'est vraiment toute forme de maltraitance et d'agression. Et puis aussi, le fait d'avoir déjà vécu dans le passé une dépression majeure, c'est ce que nous allons décrire ensemble aujourd'hui, le fait d'avoir déjà vécu une fois dans sa vie une dépression majeure, ça m'expose au risque dans le temps, plus tard, de refaire une dépression si je ne l'ai pas bien soignée. En gros, si je n'ai pas rechargé parfaitement mes batteries. Et alors, on donnera par la suite des exemples, des moyens de recharger notre batterie. Mais déjà, il faut avoir conscience que mon téléphone il est sur le point de se décharger et il faut que je fasse en sorte d'identifier tout ce qui épuise ma psyché, tout ce qui épuise ce téléphone. D'accord? Alors, on va, si tu veux bien, s'appuyer sur la définition, sur la lecture que nous en donnent les psychologues, les psychiatres nord-américains, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé de ça. Donc, moi, je m'appuie sur le DSM-5, ce fameux manuel diagnostique qui nous dit que la dépression, ou aussi ce qu'on appelle la dépression majeure, ou ce qu'on appelle aussi la dépression caractérisée, ou la dépression clinique, le DSM-5 nous dit que la dépression majeure, caractérisée ou clinique, peu importe, elle est caractérisée par plusieurs épisodes dépressifs important et il faut que ça ait pu durer au minimum 2 semaines. Est-ce que tu connais les caractéristiques de la dépression? Est-ce que tu sais, Sophia, sans trop réfléchir, là, ce qui te vient à l'esprit, est-ce que tu pourrais nous dire quels seraient, d'après toi, les symptômes de la dépression? Dans les grandes lignes, je dirais principalement la perte de plaisir, mais de tous les plaisirs, quels qu'ils soient, que ce soit les besoins vitaux ou les envies. Plus d'appétit, plus de force, plus de motivation à rien, plus de notion du temps, plus rien, plus nada, rien, copé. C'est ça. Du vent. Une vraie perte d'intérêt, exactement. Et même une impression de plus rien ressentir. Ah oui, c'est comme être mort à l'intérieur. Physiquement, voilà. On est en vie, notre cœur bat, on respire, mais cérébralement, ou du moins au niveau du cœur, c'est comme être mort. Un mort vivant. Voilà. C'est être un zombie, la dépression. C'est ça, être déconnecté, anesthésié. Alors, tu te souviens, moi, j'expliquais que nos émotions, c'est une énergie psychique et les émotions qui sont les plus énergisantes, les émotions qui nous boostent le plus, c'est forcément toutes les émotions sources de plaisir. Ces émotions sources de plaisir, de bien-être, elles nous viennent de nos pensées plaisantes, de nos pensées positives. Je pense, je ressens. OK, si moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, il n'y a plus d'émotions source de plaisir, il n'y a plus d'énergie à l'intérieur de moi, c'est que pendant très longtemps, je vais avoir des pensées négatives, ce qu'on appelle aussi des idées noires. Pendant trop longtemps, je vais ressasser des événements du passé désagréables ou je vais me projeter dans l'avenir de façon très anxiogène. Pendant trop longtemps, mon esprit a été envahi par des pensées négatives. C'est ce qu'on appelle une humeur dépressive. Les personnes dépressives vont avoir une humeur qui fait que, ils vont être beaucoup plus sensibles sur le plan émotionnel. Dis-moi, William, avant de passer à la pub, est-ce que tu peux nous dire si le fait d'être hypersensible, hyper empathique, hyper tout ce qu'on veut, tout ce qui est hyper, peut jouer ou aider ou favoriser le fait d'être en dépression?
en Tout à express fait, avant de j'aime bien. passer à la pub. Pour Tout à fait, les j'y auditeurs reviendrai. et les auditrices, vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook. J'y reviendrai en parlant de la personnalité dépressive. Effectivement, il y a des personnes qui sont plus sensibles. Exactement. Parfait. Donc, on se retrouve après la pub. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Alors, pour nos Facebookers qui sont toujours avec nous, on va reprendre la question. Oui, mais vu qu'on va traiter ce cas-là un peu plus tard dans l'émission, on va continuer à pousser un peu plus ou traiter d'autres questions si vous voulez bien. N'hésitez pas à donner vos réactions sur le live, à mettre des commentaires, à mettre le petit pouce ou le petit bonhomme triste ou énervé si vous aimez pas ce qu'on dit, de partager la vidéo, de commenter et de surtout participer en donnant des sujets parce qu'on ne le dira jamais assez. Si on fait cette émission, c'est pour vous donner les clés du bonheur, les clés de l'équilibre, les clés pour devenir une personne meilleure. Ou du moins, c'est ce qu'on aspire pour vous. Exactement. Alors, tous les symptômes que nous venons de décrire, ils sont pas suffisants pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse diagnostiquer, pour qu'on puisse parler de dépression. De toute façon, quoi qu'il en soit, petite parenthèse, seul un psychiatre, un généraliste et éventuellement un psychologue seulement ces personnes-là sont en mesure de dire de façon définitive si vous vivez ou pas une dépression majeure. Alors, il faut, en plus de ce que tu as pu évoquer, il faut que la personne puisse présenter d'autres symptômes. Les autres symptômes que la personne doit vivre pendant au minimum 2 semaines, ça va être un changement radical au niveau de son sommeil. Premièrement, au niveau du sommeil. Ce sont des personnes qui vont avoir des troubles du sommeil, qui vont être ça peut être l'un ou l'autre dans des insomnies, d'endormissement où je me réveille fréquemment la nuit, où je me réveille et j'arrive plus à m'endormir, ou au contraire, c'est des personnes qui vont vivre, ou au contraire, vont vivre ce qu'on appelle des hypersomnies. C'est-à-dire que je peux dormir 10 heures, 11 heures, 12 heures et je suis toujours fatiguée. J'ai l'impression, c'est pas la fatigue de j'ai dépassé mon quota de sommeil parce que j'ai fait la grasse mat, c'est pas ça. C'est vraiment constamment, j'ai envie de dormir et je suis toujours épuisée. Également, c'est des personnes qui vont avoir des troubles des conduites alimentaires. Et ça va se voir par la perte ou le gain de poids de façon très significative. Soit c'est des personnes qui vont osciller entre des phases d'anorexie, une perte d'appétit, elles vont beaucoup moins manger, soit dans des phases d'hyperphagie. Au contraire, elles vont grignoter tout le temps, elles vont manger en grande quantité. On peut aussi, mais ça, c'est la dépression qui peut y amener, ou l'inverse, c'est aussi ça qui peut amener à la dépression. On pourra avoir aussi des cas de boulimie. Donc, il y a également d'autres symptômes qu'il faut avoir à l'esprit, là aussi, pour qu'on puisse parler de dépression. Ça va être une agitation, une impossibilité à rester en place. Je vais déambuler, je vais me tortiller, je vais manipuler constamment des objets, je vais être en état de stress constant. Ça peut être aussi des attitudes agressives inhabituelles ou une grande irritabilité. Je sais pas pourquoi, mais d'un coup, je change, je deviens beaucoup plus irritable, beaucoup plus susceptible, beaucoup moins patiente. On verra aussi, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est important aussi de l'avoir à l'esprit. Et là, je m'adresse aux messieurs. Quand votre femme est déprimée, quand votre femme est fatiguée psychiquement, psychologiquement, ne vous étonnez pas qu'il y ait une baisse de la libido. C'est-à-dire que ce soit pour elle un poids, que ce soit pour elle une épreuve que d'avoir un rapport sexuel avec vous. On sait que dans la dépression, on note de façon claire une baisse de la libido, donc des envies au niveau de nos pulsions sexuelles. Mais après, si je peux me permettre de compléter, ça s'applique surtout autant sur le plan sexuel que le plan physiologique, physique, mental, plus aucune envie du tout. Tout devient une tare et un fardeau, en fait. Rien n'est un plaisir. Exactement. On verra également chez les personnes dépressives des maux de tête. Elles auront tendance à avoir des céphalées. On verra également des douleurs au niveau du ventre, au niveau du dos. Bref, elles vont commencer à psychosomatiser. Elles auront des symptômes. Et comme tu l'as dit, un sentiment très important de vide. Merci pour le résumé. On va repasser en FM et on vous retrouve tout de suite après la pub. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Alors, rebonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices. On continue toujours sur le Facebook Live de la radio. Le temps de la pub, William nous a donné les caractéristiques principales de la dépression, les grandes lignes et les grands signes. Pour résumer, perte d'appétit, perte de goût, perte d'envie, prise de poids ou au contraire perte de poids. Soit je dors trop, soit je dors pas assez. J'ai résumé en 2 minutes ce que la professionnelle a dit. Travail d'équipe. Allez, on reprend.
Exactement. Et alors, plus la dépression est grave, parce qu'il y a plusieurs degrés, il y a les dépressions légères, modérées et graves. Et donc, comme je disais précédemment, seuls les psychologues et les psychiatres et les généralistes sont en capacité, en mesure de poser un diagnostic. Dans le cas de la dépression grave, on verra que associé à tous les symptômes que nous avons décrits, en plus, on trouvera un trouble anxieux, un trouble de l'alimentation, comme je disais tout à l'heure, la boulimie, mais aussi des addictions avec des abus dans la consommation de drogue ou d'alcool. Donc, on sait que de nombreux dépressifs vont avoir recours à ces substances parce que c'est ce qui leur permet de fuir, d'être dans le déni, de pouvoir éviter justement les symptômes qui découlent de la dépression. Alors, je pense que c'est quand même important de prendre quelques minutes pour parler de la dépression chez les personnes âgées et chez les enfants, parce que ça existe. Et là aussi, souvent, c'est un tabou. Moi, je suis toujours très choquée, toujours très même à la limite de la colère quand je reçois des personnes âgées en consultation ou que je reçois en consultation des enfants qui ont déjà été vus par des médecins ou vus par des psychologues et que ces personnes ont depuis très longtemps, se traînent depuis très longtemps des symptômes de dépression et que le symptôme n'a pas été posé. Je vous le dis franchement, honnêtement, les psychologues ont une crainte, ils ont une espèce de réticence à poser le diagnostic. Malheureusement aussi encore, des médecins ont une crainte, une réticence à poser le diagnostic de dépression, mais c'est aussi, c'est pas que la faute des spécialistes, c'est aussi du fait que les personnes ont du mal à parler de leurs symptômes, ont du mal à avoir conscience de leurs symptômes. Donc, j'insiste sur le fait que la dépression existe chez les personnes âgées et qu'elle existe également chez les enfants. Alors, la dépression chez les personnes âgées, elle est également très fréquente, elle passe souvent inaperçue parce que les symptômes de la dépression, tels que la fatigue, la perte de motivation, comme tu l'as dit, le repli sur soi aussi, on n'en a pas parlé, ça peut être attribué à la vieillesse. Sauf que pas du tout. C'est vraiment une part importante dans cette population. On retrouve très souvent ces symptômes que je viens de décrire. Et en plus, des fois, moi, j'ai des adultes, des jeunes, des mamans, voilà, des femmes et des hommes qui m'appellent en me disant je vais vous faire consulter mon papa ou ma maman parce que je comprends pas. Du jour au lendemain, il est devenu très agressif, très colérique. L'agressivité et la colère, c'est aussi un des symptômes de la dépression chez la personne âgée. Donc, ces personnes vont aussi avoir, comme on le disait tout à l'heure, des symptômes inexpliqués. Souvent, on va dire, ils radotent, ils vont avoir des maux de tête, des maux de dos, ils vont avoir aussi, et ça, il faut être très attentif, ils vont avoir des confusions, des troubles de la mémoire, des difficultés à penser, à réfléchir, à parler. Donc, c'est vraiment des vrais symptômes sur le plan cognitif. Donc, ça aussi, il faut être attentif à ça. On ne sous-estime pas la dépression de la personne âgée. La dépression, elle peut vraiment, je veux vraiment que vous ayez conscience de ça, la dépression, elle peut survenir à tout âge et personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Sophia, tu as été sincère, tu nous as parlé de toi. Moi, j'insiste aussi sur le fait que personne n'est à l'abri, que ce n'est pas honteux, que ce n'est pas une maladie. Moi, je ne veux pas employer le terme de maladie. J'ai beau être psychologue, j'ai beau travailler, accompagner des personnes en souffrance. J'ai moi-même, dans ma vie, fait une dépression, même 2 fois. J'en ai déjà fait moi-même 2 fois. La différence, peut-être, c'est que je ne suis pas dans le déni et que je connais les moyens pour sortir de la dépression. Je vais être beaucoup plus à l'affût, peut-être. Mais c'est aussi ce que nous voulons vous transmettre, nous, aujourd'hui avec France Maghreb 2, on veut vous transmettre ce savoir pour que vous aussi, vous puissiez être attentifs, vous puissiez être à l'affût des symptômes qui pourraient laisser penser à une dépression pour vous ou pour vos proches. On sait que plus une dépression est prise en charge tôt, de façon précoce, meilleur sera le pronostic, meilleure sera l'évolution. Tu voulais nous dire quelque chose, Sophia, pardon ? Ah ouais, j'ai galéré à vouloir te couper, tu m'as enchaîné. Alors déjà, pluie d'amour, de cœur et d'arc-en-ciel sur toi. Pluie d'amour et d'arc-en-ciel à toutes les personnes qui sont atteintes de ça. Nous, on est là pour vous, on l'a vécu, on l'a connu, et pour vous dire, même si on a traversé nos propres limbes et ténèbres, on a retrouvé la lumière. Donc si ça a été possible pour nous, ça peut l'être pour vous. On est là pour vous donner les clés. Donc vraiment, n'hésitez pas. Venez, partagez, commentez et fais passer le message à ton voisin, tout ça. Mais par contre, William, on a compris que ça touchait tout le monde. Les pépés, les bébés, nous les jeunes, tout le monde. Mais est-ce que ça touche les gens qui ont un équilibre et une spiritualité, dis-moi? Et oui, ça touche également les personnes qui ont, c'est une très très bonne question, ça touche également les personnes
qui ont une forme de spiritualité, qui ont une religion. Beaucoup, moi je reçois beaucoup en consultation des patientes, des personnes qui vont se culpabiliser pour des raisons religieuses, considérant qu'en étant croyante ou en étant croyant, on n'a pas le droit d'être triste, voire dépressif. Sauf que je suis absolument pas d'accord avec ça. Pourquoi? Moi, alors je vais parler de la religion que je connais un petit peu, forcément, je vais parler de ce que nous dit notre Seigneur dans le Coran, dans l'islam. Moi, je m'appuie sur la parole du divin, de notre Seigneur. Dans la sourate Youssef, dans le verset 86, mon Seigneur me dit: je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Regardez, c'est un prophète qui nous dit qu'il est déchiré intérieurement et qu'il est en chagrin, qu'il est en douleur, qu'il est en souffrance, qu'il est en tristesse. Un prophète. Dans la sourate numéro 20, Taha, verset 2, mon Seigneur me dit: nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Malheureux, ici, le terme, il est à lire, il est à entendre dans le sens que tu sois dépressif, que tu sois déprimé. Affligé, peiné, pas bien, dans le sens mal. Exactement. Dans la sourate El-Kef, on est vendredi, je souhaite à tout le monde un très bon vendredi. Dans la sourate El-Kef, dans le verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: tu vas peut-être te consumer, brûler, te consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours. Le terme de chagrin, de tristesse, de dépression, il existe dans le Coran. Maintenant, moi, je veux vous parler d'une autre chose dont on reparlera dans les conseils qui sont donnés pour sortir de la dépression, pour éviter la dépression. Mon prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, et c'est rapporté par Muslim, il nous dit, et Bukhari aussi, il nous dit: manger de la talbina, ça dissipe une partie de la tristesse. Ça fortifie le cœur du malade, et ça dissipe une partie de la tristesse. La talbina, qu'est-ce que c'est? C'était le dessert préféré, un des desserts qui était très aimé par notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui est constitué de farine d'orge, notamment. Ok, notre prophète, je vous pose cette question. À qui il a dit ça? À qui notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit manger de la talbina, ça dissipe une partie de la tristesse. Mais il l'a dit aux gens qui étaient autour de lui. On est d'accord. Il l'a dit aux premiers croyants. Il l'a dit aux premiers croyants. Mais ces croyants-là, qui ont vu notre prophète, qui ont assisté, qui ont vécu la révélation, vous ne pensez pas qu'ils étaient beaucoup plus croyants que nous aujourd'hui? Et pourtant, notre prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit manger de la talbina, ça dissipe une partie de la tristesse. Des recherches ont été faites et ont prouvé, ont démontré aujourd'hui que la farine d'orge est très riche en acides aminés. Or, on sait que les acides aminés concourent à la sécrétion sur le plan neurocérébral du neurotransmetteur du bien-être, à savoir la sérotonine. Regardez comment 1400 ans en arrière, mon prophète alayhi salatu wassalam il nous a dit que la dépression, ça existe et qu'on a des moyens pour sortir de la dépression. Moi, je voudrais simplement, pour finir, par rapport à cette question, je voudrais simplement évoquer, je pense que c'est important que je le fasse aujourd'hui, je voudrais évoquer un hadith qui est souvent, malheureusement, cité, dit par nos religieux, par nos imams, par nos instances religieuses, et qui n'est pas cité dans sa globalité. La religion, s'il vous plaît, aucune religion, c'est la lecture que je vais en avoir, aucune religion n'a été faite pour désespérer. Je l'explique à chaque fois qu'une religion, c'est un mode d'emploi. C'est le mode d'emploi qui doit me permettre de parfaitement fonctionner, d'être la plus optimale dans mon fonctionnement. C'est en aucun cas une religion. Une religion n'est en aucun cas quelque chose qui doit m'amener à déprimer, à désespérer, à m'angoisser. Sauf que, comme je le disais, 80%, 99% même de nos penseurs, de nos religieux vont dire ce hadith que je vais vous dire, mais ils ne le disent pas dans leur globalité. Ils vont prendre le hadith qui est rapporté par Ibn Ibn dans le recueil de Eza Wa'id. Donc, il rapporte une parole de notre prophète sallam qui a été dite par Abu Hurayra, qui dit, entendez bien, une fois, le messager d'Allah passa près d'un groupe de ses compagnons en train de rire. Il leur dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Ce hadith, c'est souvent celui qui est employé par nos religieux, c'est la vérité, pour nous culpabiliser, pour nous dire allez, il faut être sérieux, faut pas trop rire, faut pas être trop heureux, c'est pas bien, parce que regardez, notre prophète alayhi salatu wassalam l'a dit.
a dit cette parole. Sauf que, oui, d'accord, mon prophète salam a bien dit ça, mais il n'a pas que dit ça. Il n'a pas que dit ça. S'il vous plaît, écoutez la suite. Et c'est hyper important. Et la suite, souvent, on l'a pas en tête. Et je veux que vous l'entendiez. La suite du hadith, c'est que, et vous le retrouverez dans le recueil que je viens de citer. Vous pourrez aller voir après l'émission. Jibril alayhi salam, Gabriel vient à lui et lui dit, Allah te dit, pourquoi désespères-tu mes fidèles? Pourquoi désespères-tu les fidèles? Le messager d'Allah retourna aux gens et leur dit, réjouissez-vous, contentez-vous. Vous voyez? Vous voyez? Vous avez le droit de rire. Vous avez le droit de vous réjouir. Vous avez le droit d'être heureux. C'est pas haram. Pardon? Au contraire, tu m'as même appris, il y a un moment de ça, que, bon, pour les croyants, pour les non-croyants, les mauvais esprits, tout ce que vous voulez, n'aiment pas la joie, n'aiment pas qu'on rigole. Au contraire, ils se nourrissent du fait qu'on se lamente, qu'on soit triste. Et ça ouvre une porte pour venir leur donner tout. En fait, non, laissez-moi. C'est ça. Laissez-moi vivre ma meilleure vie. Donc, en gros, ce que vous devez retenir, il y a deux choses que vous devez retenir, s'il vous plaît. C'est que, c'est pas parce que je suis une croyante que je peux pas être en dépression. Ça, c'est la première des certitudes. Ah, oui. De deux, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de rire, j'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit de me distraire. C'est pas un péché. Vous vous souvenez, c'est parce que je pense, que je ressens, que je réagis. C'est mes pensées qui sont à l'origine de mon état émotionnel. Or, on sait que la dépression, c'est un dérèglement, c'est une souffrance sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Si moi, je mets dans ma tête les plus belles paroles, les meilleures des pensées, forcément, mon cœur va s'apaiser. Et on sait que la meilleure des paroles, je l'ai déjà dit, c'est la parole du divin, c'est la parole de notre Seigneur, puisque Allah il nous dit dans le Coran que le Coran shifa, que le Coran est une guérison. Et oui, c'est pas parce que je m'interdis d'écouter de la musique ou que je m'interdis d'aller au cinéma ou que je m'interdis de rigoler que je ferai pas une dépression. Mais bien entendu que si. Par contre, j'ai un moyen d'aller mieux. Oui. Je tiens juste à préciser que ce n'est pas propre et coutumier à notre communauté. Ça s'adresse à tout le monde. C'est pour ça que moi j'insiste à chaque fois en disant dans l'islam, mais c'est exact la même. Je reçois des patientes qui sont chrétiennes également, et elles me parlent, elles m'évoquent la même culpabilité, la même honte. C'est pas propre à une religion. C'est souvent malheureusement l'interprétation de la religion, et ça, cette interprétation qui est faussée, elle n'est pas propre à une religion, elle est propre aux hommes, et ce sont les hommes qui interprètent mal leur religion. Alors, je voudrais simplement, puisque ça, j'ai pris un petit peu de temps pour répondre à cette question, mais il me semble qu'elle était quand même importante, je voudrais quand même très rapidement parler de la dépression chez l'enfant, chez l'adolescent, parce que je sais qu'il y a des mamans qui nous écoutent, je sais qu'il y a des mamans, des parents qui nous regardent. Oui. Avant que tu rentres dans ce dossier-là, s'il vous plaît, mettez-nous des cœurs, parce que c'est un peu déprimant ce qu'on dit, donc je veux un peu de joie là, je veux un peu de paillettes dans ma vie. Donc voilà, tu peux entamer le sujet paisiblement. Donc la dépression chez l'enfant et chez l'adolescent, elle est réelle. Elle peut même survenir chez les tout petits bébés. Alors, elle est beaucoup plus rare, effectivement. Alors, est-ce qu'elle est plus rare parce que on ne sait pas la diagnostiquer, on ne sait pas la voir? En tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est moins fréquent que chez l'adulte, mais on doit quand même être particulièrement attentif à tout changement soudain de comportement de l'enfant. Et surtout aux signes de retrait, d'isolement, d'absence, d'irritabilité. Par exemple, si votre enfant, il veut plus trop jouer, s'il veut plus sortir, bon là on est en période de confinement, mais s'il veut plus discuter avec ses frères et sœurs, s'il s'isole, s'il veut plus jouer, faire des activités avec vous, s'il veut plus, parler même par téléphone ou par internet à ses amis, s'il est très irritable, s'il pleure beaucoup, s'il pleure souvent pour rien, s'il se plaint de maux de tête ou de maux de ventre, si vous voyez que dans l'exécution de ses devoirs, de ses tâches, si vous voyez un ralentissement, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il arrive moins bien à se concentrer, qu'il arrive moins bien à réfléchir, qu'il s'isole plus, qu'il a du mal à communiquer, qu'il est beaucoup plus attristé ou affligé. Vraiment, il veut plus jouer avec ses frères et sœurs, ou il va plus facilement être agacé ou irrité. Il va moins écouter papa et maman pour le moindre truc. Vraiment, je sais pas, va te laver les mains.
ça va lui prendre 1 heure, ça va être une tare. Et pas comme un enfant lambda, genre en mode non, je veux pas écouter pour pas écouter. Non, 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 c'est non. comme Non, non. derrière, vous devez vous-même voir la différence. Oui, et puis vous verrez même, hein, souvent c'est la chose qui nous alerte, s'il a moins d'appétit, s'il mange moins bien, si vous voyez qu'il y a vraiment une incidence sur son poids, voire même sur sa taille, s'il grandit moins bien, c'est un ralentissement au niveau de la courbe de croissance. Ça, c'est quand même des indicateurs. Alors, l'enfant n'a pas notre bagage langagier, il n'a pas nos mots, hein, il n'a pas notre vocabulaire. Donc, il n'est pas en mesure, en capacité, sauf si on l'y aide, hein, il n'est pas en capacité de dire ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur, comme nous, on pourrait le faire quand on a appris, parce que souvent, on ne sait pas non plus le faire. Donc, c'est souvent ces attitudes, ces comportements qui vont nous alerter, qui vont nous alarmer. Ça, c'est pour l'enfant. Mais chez l'adolescent, c'est aussi la même chose. Sauf que eux, en plus, ils deviennent un peu plus violents. Alors, ils se confrontent à ça, mais ça n'a rien à voir avec le moment de crise qui est absolument normal, hein, de l'adolescence, où c'est une étape de la vie, hein, pour s'autonomiser, s'individualiser, c'est une étape normale où on se confronte aux adultes. Non, là, c'est vraiment, on sent que y a quand même une augmentation dans l'agressivité et la violence qui est anormale. Ça va être aussi des adolescents qui pourront se mettre à consommer un produit, à consommer un toxique ou à prendre plus de médicaments. Ils vont prendre 3-4 Doliprane ou ils vont, voilà, vous allez voir qu'ils vont détourner la fonction du médicament au départ. Ça peut être aussi des adolescents qui vont d'un coup s'isoler, vont plus avoir envie de partager les repas avec vous, vont plus avoir envie d'être au téléphone avec leurs amis, ils vont être de moins en moins sur les réseaux sociaux. Aussi, ils n'arriveront plus à investir leurs études. Quand vous leur parlerez de l'avenir, j'en sais rien, c'est pas important. Ils vont avoir du mal à se projeter, ils vont avoir encore une fois du mal à vivre aujourd'hui, mais encore plus à penser à demain. Pour eux, c'est exactement. Ils auront même des idées suicidaires. Hein. Ils écouteront des musiques très déprimantes, ils regarderont des choses très très déprimantes, voire ils auront des conduites d'auto-sabotage et de l'automutilation. Les adolescents dépressifs peuvent faire du mal à leur corps aussi. Donc ça aussi, c'était important que vous puissiez aujourd'hui en avoir conscience. J'ai reçu un témoignage, William, je précise, c'est autant la personne qui va tenter de s'ouvrir les veines ou de se taillader l'avant-bras, mais autant la personne qui va aller se faire des tatouages, oui. C'est ressentir un truc pour dire « Ah ouais, je suis encore vivant en fait ». Exactement, c'est ce que tu nous avais déjà bien expliqué dans une précédente émission. Alors, il existe, comme tu le laisses entendre, il existe différentes formes de dépression. Ça, je vais le survoler très rapidement. C'est vraiment pour que nos auditeurs et que nos Facebookers puissent se positionner. Il y a la dépression endogène, j'en ai parlé très brièvement, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a la dépression majeure, donc ça c'est la dépression grave en général qui nous amène à consulter. Et puis, on a des troubles dysthymiques. Alors, les troubles dysthymiques, c'est quoi? Le trouble dysthymique, ça vient de dysfonctionnel, et thymie, c'est l'humeur, donc c'est une humeur qui est dysfonctionnelle. C'est à ne pas confondre avec la dépression majeure. C'est une humeur générale dépressive, hein, qui est présente la majeure partie du temps pendant au moins 2 ans. Vous voyez, là, c'est pas des moments je vais mal et puis je vais mieux et puis je vais mal et puis je vais mieux, c'est pas ça. C'est vraiment de façon constante. Je suis toujours un peu déprimée, un peu triste, un peu fatiguée. Mais il faut en avoir conscience et il faut mettre en place les choses que nous dirons par la suite pour mieux vivre ce trouble dysthymique. Il y a également ce qu'on appelle les dépressions saisonnières. Alors, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, quand il fait beau, j'ai de l'énergie, je me sens bien. Et puis quand les jours commencent à être un peu plus courts, quand il commence à faire moins beau, là je me sens un petit peu moins bien. Donc l'état dépressif, il va se manifester de façon cyclique, mais là c'est en termes de mois, puisque c'est en fonction des saisons. Le conseil que je peux donner tout de suite, hein, c'est d'avoir recours à la luminothérapie. On a des lampes qui sont très bien, qui coûtent pas très cher et auxquelles il suffit de s'exposer 30 minutes par jour et qui font largement effet. On a également, oui. Alors, j'allais lire une question et je voulais remercier tous nos Facebookers qui ont mis plein de cœurs parce que pour ma part, les enfants, c'est vraiment ma sensibilité. Il faut pas y toucher. Donc, merci pour tous les cœurs. Pour moi, c'est parti pour eux directement. La question en concernant les enfants, comment expliquer à un adolescent qu'il est en dépression sans le braquer et sans qu'il soit dans le déni, William?
Alors, le déni, c'est un mécanisme défensif. Donc, il entre en œuvre, si une personne face à vous est dans le déni de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, on ne peut pas la forcer, on ne peut pas l'obliger à voir sa réalité. Par contre, on peut l'aider, on peut l'accompagner à prendre conscience de ce qu'elle vit, soit en lui montrant des témoignages, soit en lui montrant des films, des vidéos, soit en lui mettant sous les yeux des articles. Il faut essayer d'être diplomate et d'être un petit peu malin pour que la personne elle puisse elle-même prendre conscience. On ne peut pas obliger quelqu'un à voir sa réalité. On ne peut pas l'y forcer. Ça doit venir de lui. Maintenant, vous, en tant que parent, vous avez cette obligation de l'accompagner, de le soutenir et de l'aider. Donc, essayez de voir s'il n'y a pas une personne qui pourrait lui faire prendre conscience de ce qu'il vit, s'il n'y a pas des films, des vidéos, des témoignages, un livre aussi. Vous pouvez lui acheter un livre et lui mettre sous les yeux. Ça fonctionne bien. Mais en tout cas, on ne peut pas forcer. Voilà, le déni, c'est quelque chose qui me protège sur le plan psychologique. Parce que ce n'est pas le moment pour moi, encore. Mais vous êtes attentif, vous êtes à côté. D'envoyer la pub. Alors, ce que je te propose, du coup, c'est d'envoyer la pub et de continuer juste après. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Oui, alors, on a une question très intéressante, qui, moi, en tout cas, je trouve très intéressante. Comment un dépressif peut-il se protéger ses proches? Protéger ses proches de lui-même? C'est ça, pour limiter les dégâts. Parce que, par exemple, on sait que le dépressif, il est bad vibes, il a envie de rien, il est fatigué, il est mort à l'intérieur. Bah, c'est aussi une tare pour les gens qui l'entourent et qui doivent l'épauler. Donc, comment lui-même... Elle est hyper intéressante, cette question, parce que je vais pas y répondre directement. Je vais surtout, je vais un peu réfléchir avec toi sur cette question. Regarde, c'est quand même assez étonnant, hein. Les personnes qui sont dépressives sont des personnes qui se sont oubliées. Ce sont des personnes qui ne se sont pas écoutées quand elles ont vécu des épreuves dans leur vie, qu'elles n'ont pas su faire des pauses, s'arrêter, prendre le temps de prendre soin d'elles, d'aller parler, d'aller se faire accompagner par un psychologue si c'est nécessaire. C'est des personnes qui n'ont malheureusement pas suffisamment été à l'écoute d'elles-mêmes et n'ont pas suffisamment pris soin d'elles. Et regarde cette question, elle est quand même hallucinante, hein, moi je trouve. Hein. Comment moi, dépressive, je peux aider mes proches à ce qu'ils ne pâtissent pas de ma dépression? Mais on s'en fiche, pensez à vous. Pensez à vous d'abord. C'est parce que vous allez prendre soin de vous, parce que vous allez aller mieux, ça va avoir une incidence et un impact positif sur les personnes qui sont auprès de vous, qui sont à côté de vous. Donc, je ne répondrai pas à la question. La question, moi, que je vais dire, c'est comment vous allez mieux. Mais après, pour défendre la personne, entre guillemets, qui est atteinte de ce mal-là, quand toi-même tu es en PLS et tu vois que tu transmets ton PLS à tes proches et tes proches, ils sont pas bien parce qu'ils te voient pas bien, toi aussi, ça t'aide pas à aller mieux. Donc, je comprends aussi. Ça te culpabilise. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est que les personnes dépressives vont trop souvent ressentir de la culpabilité. Elles vont plus s'inquiéter des autres que de s'inquiéter d'elles-mêmes. Donc, moi, je suis obligée, dans ma fonction de psy, je suis obligée de ramener la personne à elle. Je suis obligée de lui dire que ce qui compte le plus, c'est elle et qu'elle ne s'inquiète pas. Dès l'instant, dès le moment où elle ira mieux, ses enfants, son conjoint et ses proches iront mieux. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas que dans votre épreuve, vous n'êtes pas seul à être éprouvé. Votre mari, vos enfants, vos parents sont aussi éprouvés que vous. On ne peut pas préserver nos intimes de l'épreuve. Donc, acceptez que cette épreuve, elle fasse aussi du mal, elle soit aussi douloureuse pour ceux qui vous aiment. Et c'est la preuve même, justement, qu'ils vous aiment. Donc, parce que vous ne voulez pas que vos proches souffrent, parce que vous voulez que l'épreuve pour eux, elle soit plus rapidement levée, faites en sorte, vous, de sortir de votre épreuve et faites en sorte, vous, d'aller mieux. Faites en sorte, vous, d'aller mieux pour que ça ait une incidence, un impact positif sur ceux qui vous aiment et ceux qui vous accompagnent dans la vie. Alors, si tu es d'accord, Sophia, je vais juste nommer très rapidement les autres formes de dépression. Oui, je t'écoute. Toi, tu es d'accord, on reprend l'émission à FM et tu nommes toutes les dépressions que tu veux. Ok, ça marche. Donc, on continue dans les questions alors. C'est ça, à tout de suite. À tout de suite. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Voilà, William. Donc, tu peux reprendre ce que tu disais, s'il te plaît. Tu comptes nommer toutes les formes de dépression.
très rapidement, comme il nous reste 10 minutes, c'est toujours un déchirement de vous quitter. Très rapidement, donc, il existe aussi ce qu'on appelle la dépression postpartum. Donc, chez 60 à 80% des femmes, il est absolument normal, une fois qu'elles ont accouché, de traverser une période de tristesse, de nervosité, d'anxiété, mais ce qu'on appelle d'ailleurs le baby blues, mais ça ne dure pas plus de 15 jours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au-delà de 15 jours, on peut parler de dépression. On sait que c'est absolument normal de passer par ça, mais ça, c'est pas la dépression. La dépression, majeure en tout cas, la dépression postpartum, c'est une dépression qui va avoir vraiment, au-delà de 15 jours, donc une incidence négative sur la personne elle-même et dans sa relation avec son bébé. Il existe également des dépressions qui font suite à un deuil, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est absolument normal d'être en dépression quand j'ai perdu quelqu'un que j'aime, et Dieu sait que beaucoup de personnes en ce moment, du fait du Covid-19 notamment, sont en train de vivre des deuils. Ça sera aussi un sujet d'émission. C'est absolument normal quand on vit un deuil, c'est absolument normal de présenter les mêmes symptômes que ceux qu'on retrouve dans la dépression majeure. Par contre, si ça dure plus de 2 mois, là, à ce moment-là, c'est compliqué, là, c'est embêtant et il faut vraiment se dire que là, on a besoin d'être accompagné. Il y a également ce qu'on appelle le burn-out. On en a parlé très brièvement, non, on l'a bien développé dans une précédente émission, donc le burn-out familial, mais il existe aussi ce qu'on appelle le burn-out professionnel. C'est d'abord le burn-out professionnel dont il est question. Le burn-out familial, c'est un dérivé, on a utilisé ce terme pour parler du contexte familial. Donc le burn-out professionnel, il se définit comme une situation de mal-être, qui soit physique ou mentale, en rapport, en lien avec notre quotidien professionnel. C'est souvent confondu avec la dépression, mais c'est vraiment pas de la dépression, parce que une personne qui est en burn-out, quand vous la sortez de son contexte professionnel, elle va très bien, elle va beaucoup mieux, elle n'a plus de symptômes. Et puis, très rapidement aussi, il existe ce qu'on appelle la personnalité dépressive. On a, dans une précédente émission, parlé de la personnalité borderline. On a expliqué ce que c'était qu'avoir un trouble de la personnalité. C'est quand, dans ma façon de penser, de ressentir ou d'agir, je suis en souffrance, j'ai mal. Et parmi les 10 types de personnalités pathologiques, il existe une personnalité qui s'appelle la personnalité dépressive, où là, les personnes ont tendance, alors c'est pas de la dépression, elles ont tendance depuis toujours à être pessimistes, à voir le mauvais côté des situations, des choses. C'est souvent des personnes qui vont surévaluer les aspects négatifs d'une situation dans leur lecture du monde. Voilà, ça va être des pessimistes. Elles ont une humeur constante un peu triste, mais c'est pas de la dépression. Pour ma part, je suis fan de ces gens-là. Vraiment, ils me fascinent parce qu'ils ont une tendance à toujours voir le côté vide du verre. Donc, j'adore leur remplir en mode « Non, mais t'inquiète, la vie, elle est belle en fait. T'inquiète. » Ouais. On a une question grave intéressante. Alors, est-ce que la dépression, ça peut être héréditaire? Parce que moi, une dépression, un jour dans ma vie, je vais peut-être être maman. Et j'aimerais pas que mon enfant, par mes gènes, récupère ça. Alors, on n'est plus dans une théorie eugéniste des troubles mentaux. Enlevez ça de votre tête, enlevez ça de votre esprit. Ce n'est pas mes gènes qui font que je vais développer telle ou telle maladie. C'est la concordance plutôt de différents facteurs. Ce n'est pas complètement prouvé, même s'il y a des études qui ont été faites auprès de jumeaux qui ont démontré, des jumeaux qu'on a séparés, qui ont démontré que même en ne vivant pas ensemble, ces jumeaux, donc les monozygotes, développaient les mêmes symptômes et développaient les mêmes maladies dans le temps. Ok, mais ça suffit pas pour qu'on puisse parler de génétique dans le développement de certaines maladies. Il faut aussi, en plus de notre inné, il faut aussi qu'il y ait de l'acquis. C'est-à-dire qu'il faut que je sois exposée à des événements, à des situations de vie particulières pour que, même si de façon innée, j'ai quelque chose en moi qui me prédispose, cette prédisposition, elle ne pourra venir se réveiller que par l'exposition à certains événements de vie. Par exemple, si j'ai eu un parent dépressif qui a une lecture du monde très négative, si j'ai eu des parents qui m'ont empêché d'exprimer mes émotions, si j'ai vécu de façon très chronique des douleurs, des deuils, de grosses difficultés, tout ça va faire que je vais être beaucoup plus à même à développer une dépression majeure, une dépression sévère. Mais moi, je me refuse à dire qu'il existe des gènes de telle ou telle maladie en tout cas.
Parce que ça voudrait dire, si on dit ça, ça voudrait dire qu'il y a les gènes du psychopathe, il y a les gènes du tueur en série, il y a le gène de l'autiste aussi. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait en amont prévenir la naissance de ces personnes-là, et donc on les tuerait avant même qu'elles viennent au monde. Pas de sélection. Donc moi, je peux pas me positionner comme ça en disant qu'il y a des gènes de telle ou telle maladie. Ouais, et puis tuer les gens dès la naissance aussi, c'est un peu glauque, tu vois. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Ah bah, si, in utero, malheureusement, c'est ce qui existe, c'est ce qui se fait dans plus de 90% des cas pour les femmes qui ont des fœtus, qui sont porteurs de trisomie 21, qui ont le syndrome de Down. Plus de 9 enfants sur 10 meurent avant même de venir au monde. Donc, malheureusement, si, hein, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors, elle me plaît pas, cette réalité-là. Du coup, j'ai une autre question qui est aussi très intéressante selon moi. C'est dans la personnalité dépressive, quelle partie de la personnalité dysfonctionne? Son affectivité ou sa sociabilité, du coup? Sa cognition. Elle doit travailler sur ses pensées. Ce sont ses pensées. Regarde, je te donne un exemple que j'avais déjà donné. Imaginons, on rate toutes les deux le bus. Hein, on rate le bus. Et moi, j'ai une personnalité pessimiste. On va dire que toi, tu as une personnalité paranoïaque. Allez, soyons fous, on va tous se permettre. Tu l'es pas du tout, mais on imagine. Donc moi, j'ai une personnalité pessimiste. Je rate le bus. Qu'est-ce que je vais me dire, moi? Je vais me dire, bah ouais, c'est parce que je suis nulle, c'est parce que de toute façon le bus il passe jamais à l'heure, c'est parce que je vais avoir des pensées très négatives pour justifier, mais je vais surtout m'auto-attribuer en fait la raison et puis de toute façon c'est la vie, et puis de toute façon rien ne se passe jamais bien, et puis voilà, elles vont beaucoup généraliser. Maintenant toi, tu auras tendance à dire non mais c'est parce qu'il a vu que j'étais une femme, c'est parce que je suis sûre qu'il doit être islamophobe, ou c'est parce que c'est un idiot, enfin voilà, tu vas lui attribuer dans ta pensée des intentions négatives, tu vois. Donc dans la personnalité dépressive, sur quoi la personne elle doit travailler, c'est ses pensées. Elle doit aller un peu plus vers des pensées plus positives, plus optimistes, et ça se travaille, hein, soit avec la psychologie positive, soit dans les thérapies cognitivo-comportementales où là on essaye d'agir le plus possible sur les pensées. Comme il nous reste que quelques minutes, je pense que ce serait bien pour nos éditeurs, si tu es d'accord, et pour nos Facebookers, que l'on puisse parler de ce qu'on peut mettre en place pour prévenir la dépression. D'après toi, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'en arriver à cette fatigue psychologique? Alors, ne pas attendre d'être au point de saturation, vraiment. Parler dès le début. Il y a quelque chose qui me déplaît ou qui ne va pas avec moi, mes émotions, je l'exprime sans pour autant agresser l'autre, hein, vraiment. Ceci me déplaît, ceci va à l'encontre de moi, ceci, non, je me respecte, je m'impose et je m'écoute. Je pense que en appliquant juste ces 3 petits trucs, mais ça peut changer mais toute la donne en fait. Ouais, tu as très bien généralisé. Alors, quand on parle de prévention, on est bien d'accord que la personne, à ce moment-là, elle n'est pas en dépression. Hein. C'est là les conseils que nous allons donner. Ce ne sont pas des conseils, même s'ils peuvent aussi être mis en application par les personnes qui sont dépressives, mais ça n'agira pas, bien entendu, de façon très efficace. Là, les conseils que nous allons donner toutes les deux aujourd'hui, c'est pour prévenir la dépression. Alors, on sait en plus, et je l'ai dit tout à l'heure, que malheureusement, les personnes qui ont déjà fait une dépression une fois dans leur vie, elles risquent d'en faire une deuxième, hein, parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait entre-temps pour éviter que la dépression revienne de nouveau. Alors, parfois, il suffit juste d'organiser sa vie de façon un petit peu différente. Il suffit juste d'avoir un meilleur régime de vie, hein, un régime de vie plus sain, comme par exemple mieux dormir. Hein, on sait que les personnes qui ont des difficultés à dormir, qui souffrent de troubles du sommeil, sont beaucoup plus prédisposées à développer des symptômes dépressifs. Il y a le fait de mieux dormir, mais aussi de mieux manger. Et ça, je pense qu'on le développera un petit peu par la suite. Vous m'entendez? Non, on t'entendait pas, Sophia. Bon, j'étais en train de dire, du coup, pour nos Facebookers et nos Facebookrices, restez en ligne parce qu'on va continuer à détailler. Pour nos auditeurs et nos auditrices, on va vous laisser. Malheureusement, c'est terminé, mais on se retrouve dès mardi.
N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des thèmes de sujets à traiter vraiment. Et venez nous rejoindre sur le Facebook pour terminer l'émission du jour. William, je te rends la parole, comme ça tu dis au revoir. Et comme à notre habitude, je vous souhaite, nous vous souhaitons, nous espérons pour vous la paix du cœur, de devenir du clé du bien. Et surtout, n'oubliez pas, confinés, mais confiants. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors là, la honte, mais totale. Je parlais dans le vent parce que au studio, ils m'ont coupé le micro pour pas que je t'interrompe, parce qu'à ce qui paraît, je t'interromps trop. T'as été coupé encore? Alors, nous sommes toujours sur Facebook et sur YouTube. Ah, d'accord. Bon, bah, reprenons l'émission. Voilà pourquoi ils me boycottent au studio. Donc, pour limiter la dépression, s'il te plaît, William, ou la prévenir, du moins. Alors, il y a aussi le fait, en plus de bien dormir, il y a le fait de mieux manger. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois manger de façon équilibrée comment dire, changer notre façon de se nourrir, ça peut être un bon moyen. Donc moi, je conseille, en fonction des cas, ça dépend vraiment de comment vous arrivez à gérer votre alimentation, peut-être d'aller vers une diététicienne ou d'aller vers une naturopathe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de manger certains aliments va avoir un impact, une incidence sur mon fonctionnement cérébral, notamment le fait de manger plus d'acide folique ou, je le disais tout à l'heure, de manger plus d'acides aminés. On sait que notre sphère digestive, c'est notre deuxième cerveau. On a plus de 250 millions de neurones directement reliés à notre système nerveux central. On sait qu'ils communiquent ensemble. Quand je ne vais pas bien dans ma tête, je vais pas bien dans mon ventre. Donc, forcément, à l'inverse, quand je vais bien dans mon ventre, je vais mieux dans ma tête. Donc, s'alimenter, c'est un bon moyen de prévenir, d'éviter d'en arriver à la dépression. Même s'il y a des dépressions qui sont absolument logiques et normales, notamment quand je perds un être cher, que je perds un travail ou que je suis quittée par mon amoureux. Également, le fait de faire de l'exercice régulièrement. On sait que, en fonction de l'intensité, mais aussi de la fréquence de cet exercice, on sait que plus une personne aura une activité physique, moins elle ne risquera de développer une dépression. On sait que les personnes ayant pratiqué un exercice physique régulier seraient même protégées, Sophia, de la dépression entre 2 et 9 ans après l'arrêt de cette activité. T'imagines à quel point ça a un effet positif sur notre santé psychique. Ne pas hésiter aussi à, comme tu l'as très bien dit, à s'ouvrir aux autres, à s'exprimer, à dire aux autres ce que l'on ressent, puisque ça, c'est une bonne soupape de décompression et c'est la meilleure même, je crois, des préventions. Au besoin, si vous sentez que vous commencez à être fatigué, pour ne pas en arriver, moi je suis très 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 contente de recevoir des patientes qui sont en début de dépression parce que je sais que la thérapie va très bien fonctionner et ça va être très court, ça va être très rapide. N'hésitez pas quand vous commencez à sentir que vraiment vous êtes un petit peu fatigué à aller demander de l'aide. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas la preuve que vous n'êtes pas un bon croyant, absolument pas, au contraire, parce que vous êtes un bon croyant, parce que vous savez que tout être humain, peu importe son obédience, il est prédisposé, c'est comme ça que nous sommes créés, il est prédisposé à être fatigué, à être déprimé, parce que vous avez conscience de ça, vous faites tout ce qu'il faut pour prévenir. Et vous savez bien que dans toutes les religions, le principe, c'est prévenir vaut mieux que guérir. Donc, si vous sentez que vous allez mal ou que vous commencez à aller mal, n'hésitez pas à consulter. Aussi, s'il vous plaît, être moins exigeant envers vous-même. On l'a déjà évoqué. Essayez de vivre beaucoup plus l'instant présent. Essayez de travailler sur vos pensées, de moins vous projeter dans l'avenir de façon négative. Et essayez, je vais donner un exemple de lecture, de livre. Essayez de mettre en place de la méditation de pleine conscience, ce qu'on appelle le Mindful Basis Cognitive Therapy. C'est une technique qui a été développée et qui permet de réduire les risques de développer une dépression. On sait que la spiritualité, on sait que la méditation, c'est un bon moyen de se reconnecter à soi, c'est un moyen de se parler vrai, d'être à l'écoute de notre petite voix intérieure, c'est un bon moyen de se consoler. On n'a plus à prouver et à démontrer les bienfaits de la méditation. Donc, tout ce que je viens de dire, Sophia, on est bien d'accord, c'est avant que la dépression ne s'installe plus de 2 semaines. Avant. Je préciserai, William, pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer ou à parler, tout simplement, de leur ressenti. Vous pouvez écrire
Ça aussi, c'est exutoire. Vous pouvez sortir ce qu'il y a sans pour autant parler à quelqu'un. C'est la première étape avant de parler à un proche ou à un professionnel. Idéalement un professionnel parce que la personne sera là pour vous guider, vous écuyer et vous aider à sortir le meilleur de vous-même. Et puis voilà. Et je voulais vous dire, ah oui, quand tu as dit ne pas mettre ses attentes trop hautes, ça oui, n'oubliez pas qu'on n'est pas sûr d'être là demain et qu'on n'est pas responsable de ce que les autres interprètent ou de ce qu'on fait directement, hein. Vous, votre seule charge et votre seule tare, vraiment, la seule que vous avez à faire, votre responsabilité, c'est votre personne aujourd'hui, au moment présent. Comment faire pour être meilleur qu'hier? On verra demain si j'y arrive, si je suis en vie, si je me réveille. Et hier, c'est passé. Je dois juste me rappeler d'hier pour mieux me diriger maintenant pour aller devant. Voilà. C'est génial, Sophia. Sophia, c'est génial parce que dans ta bouche, mes paroles, elles sont toujours tout de suite beaucoup plus belles, elles prennent vraiment sens. Barakallahu fiki. Maintenant, imaginons que vous êtes en dépression. Alors, j'ai vu une petite question, j'empiète sur tes plates-bandes, Sophia, excuse-moi, j'ai vu une question d'une personne qui dit comment en confinement consulter, comment consulter en confinement. Alors, les psychologues restent disponibles puisque vous pouvez en visioconférence, en téléconsultation par téléphone, vous pouvez bien entendu consulter. Maintenant, si vous êtes inquiet, si vous ne savez pas vers qui aller, si pour vous, voilà, c'est difficile de s'engager dans une psychothérapie tout de suite, vous pouvez déjà juste contacter le numéro d'écoute que Sophia nous notera, le numéro d'écoute d'SOS Écoute. Vous y obtiendrez une oreille attentive et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous avez un besoin de parler, d'y voir un petit peu plus clair, vous aurez un premier petit diagnostic pour vous orienter, si nécessaire, vers un psychologue qui fait des consultations à distance. Donc, SOS Écoute, c'est une ligne téléphonique où il y a des écoutants. Je suis moi-même passée par cette ligne puisque j'ai été stagiaire, puisque ce sont des stagiaires psychologues et des psychologues qui interviennent sur cette ligne. Donc, vous pouvez composer alors, c'est un numéro qui n'est pas malheureusement gratuit, mais voilà, qui est quand même très utile. C'est le 0890 50 64 45. Vous avez aussi SOS Amitié, on l'a évoqué hier, qui lui est un numéro gratuit. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet et à regarder quelles sont les plateformes téléphoniques d'écoute qui sont gratuites, qui sont accessibles et qui vous permettront déjà de commencer par mettre des mots et d'avoir une première idée, de vous permettre déjà de vous situer. Après, la meilleure des façons de se sortir de la dépression reste quand même, de toute façon, la psychothérapie. Entreprendre une psychothérapie, ça aide à comprendre le sens de sa dépression ou du moins ce qui l'a déclenché déjà au départ. C'est un moyen aussi de trouver les moyens pour se sentir mieux au quotidien. On y apprend dans une thérapie, normalement, en tout cas c'est mon objectif pour mes patientes, on y apprend à mieux réagir aux épreuves. On y apprend aussi à adopter de meilleurs comportements, de meilleures attitudes pour prévenir, pour se protéger des rechutes. Alors, il existe différents types de psychothérapie. Moi, ce que je propose comme thérapie en consultation, c'est la thérapie interpersonnelle, TIP. J'invite là aussi nos Facebookers à aller sur Internet et regarder de quoi il s'agit. La thérapie interpersonnelle, c'est quand même la meilleure, c'est une des meilleures psychothérapies proposées pour sortir de la dépression. Il existe également, je propose moi aussi ça, la thérapie cognitivo-comportementale, qui est l'une des méthodes les plus efficaces aussi contre la dépression. À court terme, c'est vraiment ce qui nous permet très rapidement d'en sortir. Il y a également la thérapie fondée sur le mindfulness, donc la pleine conscience. C'est une approche, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est récente. Je vous donnerai un conseil de livre pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. On sait en tout cas que l'engagement personnel et la volonté de la personne dépressive à sortir de sa dépression, ça va être un très bon indicateur de réussite dans la thérapie, mais pas seulement. Moi, je le dis à chaque fois à mes patientes, c'est vraiment la relation de confiance qui va se tisser entre vous et nous, les psychologues. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est ça qui va faire, c'est un des grands facteurs, en tout cas, du succès de la thérapie. Plus vous vous sentez à l'aise, plus vous vous sentez comprise, plus vous vous sentez compris, plus vous vous sentez en confiance avec votre thérapeute, mieux, plus on a de chances pour que la dépression se résorbe, cette fatigue psychologique, elle s'en aille. Alors, il y a aussi un autre moyen de sortir de la dépression qui est celui d'avoir recours à des médicaments.
On sait que, je l'expliquais tout à l'heure, on sait que dans la dépression, sur le plan biologique, sur le plan neurocérébral, notre cerveau va sécréter beaucoup moins du fait de nos pensées certains neurotransmetteurs. La prise de médicaments, la prise de psychotropes va vraiment varier en fonction de la gravité de la dépression. Comme je disais tout à l'heure, il y a des dépressions légères, il y a des dépressions modérées et il y a des dépressions très graves. Dans les dépressions légères et modérées, moi, j'ai tendance à dire que une psychothérapie est suffisante. Maintenant, ceux qui me connaissent savent que je suis une antipsychotrope, mais je suis obligée de toute façon de me plier face aux dépressions sévères, c'est-à-dire des dépressions où vraiment il y a des risques suicidaires, il y a vraiment une comorbidité avec d'autres maladies, quand les personnes développent des phobies, par exemple, ou des addictions, ou vraiment des attitudes, des comportements qui les mettent en danger ou risquent de mettre en danger leurs proches. Dans le cas de dépression majeure, très sévère, là, à ce moment-là, on est obligé, moi je suis obligée d'orienter vers des psychiatres, s'il vous plaît, des psychiatres. Alors, si il y a des spécialistes, alors là c'est mon petit, comment dire, coup de gueule, je me permets, pardon pour la familiarité, c'est mon petit coup de gueule, s'il vous plaît. Il existe des dermatologues, il existe des gastro-entérologues, il y a des spécialistes, il y a des ORL, il y a des médecins spécialisés, experts dans leur domaine. Si vous avez un problème sur le plan psychologique, ne vous contentez pas du généraliste, s'il vous plaît, qui est une première porte d'entrée, mais qui n'est pas suffisant. Si vous avez des problèmes sur le plan psychique, émotionnel, s'il vous plaît, ou même dans votre sociabilité, allez vers un psychiatre. C'est lui le spécialiste. Donc, si vraiment on est face… Oui, Sophia? Je pensais que tu allais nous dire quelque chose. Je voulais, parce que j'allais dire, tu fais bien, oui, en effet, pourquoi? Parce que le médecin généraliste, c'est un médecin généraliste. Dit autrement, vous avez une grippe, un rhume, une gastro, ok, mais tout ce qui est à l'intérieur de l'être, de l'équilibre, il pourra pas vous aider. La plupart du temps, au contraire, il va plus vous déglinguer que vous réparer. Donc, gagnez du temps et allez voir un professionnel. William donne des consultations, par exemple, même en période de confinement, via téléphone, via visio, enfin vraiment, c'est une personne, c'est son métier de réparer l'intérieur des gens. Donc, quand vous voulez réparer votre voiture, vous n'allez pas aller voir un cuisinier. En fait, on a chacun notre rôle. Et c'est important, on a chacun notre rôle, on a chacun notre fonction. Et c'est important de ne pas empiéter sur les plates-bandes des autres. C'est important que vous sachiez où vous mettez les pieds. À chacun notre rôle. C'est à vous de connaître le rôle de chacun d'entre nous. Le généraliste, il est dans la globalité et lui, il est indispensable parce que c'est souvent lui qui oriente vers un psychologue ou vers un psychiatre. Donc, il n'aggrave pas la situation, il l'aggravera si jamais nous, on se contente de consulter un généraliste. J'ai le petit entrée là devant le visage, mais bon, c'est pas grave. Si la personne se contente de l'antidépresseur ou de l'anxiolytique qui a été prescrit par le généraliste. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dépressif et que on consulte un psychiatre? Il va nous prescrire donc des psychotropes. Le psychiatre, c'est un prescripteur. Il va nous prescrire des psychotropes. Et les psychotropes, ce sont des substances d'origine naturelle ou artificielle qui sont en capacité de modifier l'équilibre chimique de mon cerveau. Leur action, elle s'exerce essentiellement sur les neurones, les synapses, c'est-à-dire les espaces qu'il y a entre mes neurones, qui permettent la transmission de l'information entre les neurones. Donc, le terme d'antidépresseur, il est réservé au groupe de médicaments, au groupe de psychotropes qui agissent sur la disparition des symptômes dépressifs. Une autre chose que vous devez avoir bien en tête si jamais vous décidez d'aller consulter un psychiatre et donc de prendre des antidépresseurs si vous êtes en dépression sévère, ça va être le sevrage. Il faut avoir absolument conscience parfois la difficulté à se détacher de certains psychotropes. On ne doit jamais cesser le traitement par antidépresseur de façon soudaine. Il faut vraiment y aller de façon graduelle. Il faut se faire accompagner, il faut se faire aider par un médecin ou un psychiatre parce que vous risquez de développer des symptômes, des symptômes secondaires. Alors, en plus de la psychothérapie, en plus des psychotropes, quand on n'a pas d'autre choix que d'en prendre, on peut passer par des groupes de soutien.
on peut passer par des groupes d'entraide. On ne sait pas forcément, mais il existe des séances de psychothérapie en groupe qui s'organisent. Bon, là, en confinement, c'est un peu plus compliqué, certes, mais qui s'organisaient en tout cas dans les hôpitaux et les cliniques et même dans des cabinets, qui permettent de mettre en place des thérapies brèves, c'est-à-dire des thérapies qui vont durer entre 12 et 15 semaines. Vous allez me dire, c'est pas bref, c'est long, mais c'est le temps nécessaire pour sortir complètement de la dépression et ne pas y revenir. Également, un bon moyen de se sortir de la dépression, c'est d'avoir recours. Alors tout ça, c'est associé, c'est pas chaque chose mise à part, c'est vraiment tout ensemble. C'est d'avoir recours à la phytothérapie. La phytothérapie, c'est-à-dire les thérapies par les plantes, c'est aussi un bon moyen c'est un outil qu'on a à notre disposition pour sortir de la dépression. Moi, je conseille à chaque fois le millepertuis. C'est une plante qui a un rôle antidépresseur. On le connaît depuis très longtemps. Le millepertuis agit, c'est prouvé, c'est pas un placebo. Il agit sur les dépressions légères et sur les dépressions modérées, mais il ne faut surtout pas l'associer à la prise d'un autre antidépresseur, puisque là, sinon, il y aura surdosage. Et puis, il faut faire attention aussi parce que il est déconseillé aux femmes qui prennent des contraceptifs oraux, c'est-à-dire qui sont sous pilule, parce que ça en diminue les effets. Dans la phytothérapie, on a également le safran. On sait que dans la médecine persane, le safran a été utilisé contre la dépression. Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré l'efficacité du safran. Et là aussi, je vous laisserai aller regarder. On sait aussi que la médecine… Oui, Sophia. Que le sport y est. J'en profite, excuse-moi, vu que j'ai la parole, pour envoyer une pluie d'arc-en-ciel et de cœurs, un Facebooker Ali qui nous envoie que des mots doux. Donc, plus de cœurs sur ta journée et ton karma du jour, parce que ça n'a pas l'air fun dans ta vie. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Je voulais préciser, le sport peut grave aider, vraiment. Tout à fait. Tout à fait. Tous les professionnels de la santé s'entendent pour dire que l'exercice, il est essentiel pour la santé et pour l'équilibre mental. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré. On sait que ça a un impact sur notre métabolisme. On sait que des endorphines sont associées au sentiment du bien-être et vont être libérées par cette activité physique. Il y a plusieurs études cliniques qui se sont penchées sur les effets positifs de l'exercice et tous ont cette conclusion que le sport fait du bien. La plupart des experts même recommandent de s'adonner à une activité physique durant une trentaine de minutes, au moins 5 fois par semaine. 30 minutes, 5 fois par semaine et pas d'excuses, le confinement ne l'empêche pas. Vous allez sur Internet, vous pouvez avoir des séances qui sont proposées gratuitement, qui sont en ligne et vous pouvez de votre salon, de votre chambre, de votre cuisine, de votre salle de bain, peu importe, vous pouvez vous adonner au minimum 30 minutes de sport à la maison. Également, un autre moyen que l'activité physique qui est largement prouvé, parce que j'ai insisté là-dessus, mais même le fait de courir, c'est un antidépresseur. Autre que le sport, on a aussi la médecine traditionnelle chinoise. Même si on a peu de recherches, moi, avec le recul que j'ai, dans ma thérapie, depuis mes 12 années de pratique de mon métier, j'ai pu constater que les patientes que j'orientais vers de la médecine chinoise, ça concourait à ce qu'elles aillent mieux. On a par exemple l'acupuncture. L'acupuncture aide à aller mieux. La hijama aide à aller mieux. On sait que la pharmacopée chinoise, telle que le King Gong, peuvent soulager les symptômes de la dépression. Alors, c'est l'instant pub. Si tu veux bien, Sophia, je me permets, c'est pas à mon habitude, mais c'est pour nos Facebookers. Si tu veux bien mettre les coordonnées d'une personne que moi, je recommande, que je valide plus que mais tout, qui a largement fait ses preuves auprès de ma patientèle, il s'agit de Badia. Donc, Badia Amaloud, je la recommande. C'est une spécialiste en médecine chinoise et vraiment, elle est très efficace. Donc, je laisserai Sophia mettre ses coordonnées. Également, n'oublie pas aussi de les livres que tu nous as sélectionnés qui sont super intéressants. Je voulais préciser parce que vraiment… Je termine juste sur la luminothérapie. Tout à l'heure, je disais que pour les personnes qui font des dépressions saisonnières, qui vont mal, qui vont moins bien en fonction des saisons, en fonction du temps, on sait que la luminothérapie, elle a fait ses preuves dans le cadre de la dépression saisonnière, mais que ça peut aussi être un complément de traitement pour les dépressions majeures ou les dépressions classiques. Également, très, très, très rapidement, c'est important pour les personnes…
Pardon? Tu nous as parlé de la hijama, excuse-moi, de la Ouais. ventousothérapie. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, tu peux nous expliquer ce que c'est, en quoi ça concerne et en quoi ça peut aider? C'est ce qu'on appelait avant les saignées. Hein, on a au niveau de notre corps, on a une cartographie. On a en médecine chinoise, on considère que nos émotions, nos énergies, qui sont produites au niveau de notre cœur, de notre affectivité à partir de nos pensées, on considère que ces énergies ne vont pas, quand on ne sait pas les exprimer par la parole, elles ne vont pas aller s'exprimer n'importe où et n'importe comment à travers notre corps. Il y a il y a une carte pour telle ou telle difficulté sur le plan psychologique. Donc la hijama, c'est comme pour les points d'acupuncture, en fonction de où on va mettre les ventouses, une fois qu'on a pratiqué les saignées, en fonction de où on va mettre les ventouses sur le corps, l'incidence, l'impact sur notre santé mentale et notre santé physique ne va pas être le même, ne vont pas être les mêmes. Donc c'est un bon moyen aussi de se décharger de toutes ces énergies que nous bloquons à l'intérieur de nous parce qu'on ne sait pas les exprimer. Également, c'est important, c'est très important que vous ayez à l'esprit que parfois, c'est ma santé physique qui va induire. On sait qu'il y a des maladies, j'en ai pas parlé, mais on sait qu'il y a des maladies physiques, somatiques pour de vrai, là pour le coup, qui risquent de m'amener vers une dépression. En dehors des maladies, on sait que les carences en vitamines du groupe B, dont les acides foliques, les carences en vitamines B6, B9 et B12, on sait que des carences en ces vitamines-là peuvent induire une dépression, puisqu'on a remarqué, on a pu constater que les personnes dépressives, elles avaient un déficit de ces vitamines. Donc ça, de toute façon, moi, je peux pas le savoir. Il faut que je fasse une prise de sang. Je dois demander à mon médecin de faire une prise, de me faire une ordonnance pour que je puisse faire une prise de sang et vérifier s'il s'agit bien de ça. Notamment ma TSH aussi, si j'ai un problème au niveau de ma thyroïde, c'est important de vérifier. Effectivement, je reviens sur la hijama. La hijama, elle ne peut être aujourd'hui, maintenant pratiquée en France que par des médecins. Et nous avons alhamdoulilah, des médecins, que ce soit musulmans ou non musulmans, hommes et femmes, qui pratiquent la ventousothérapie. Donc, vous avez le droit de faire des hijamas si vous allez vers un médecin. Donc, la ventousothérapie. Alors, ça, c'était le dernier point. Je pense que effectivement, j'ai parlé tout à l'heure aussi de l'alimentation, donc je reviens pas dessus. J'ai expliqué tout à l'heure l'alimentation parce que je vois des messages qui vont dans ce sens-là. Là, pour continuer, je pense que ce serait bien, effectivement, comme tu l'as dit, qu'on puisse parler des livres. Ok. Donc, pour... Je t'ai dit, il me bride dans les studios. Vu que je parle trop et je te coupe trop, il me donne mon temps de parole en mode, bon, tu peux parler. Allez, tu ne peux plus parler, je te recoupe le micro. Donc oui, okay. Donne les livres. Oui. Ok. Alors, je vous préviens, j'aurais pu parler de beaucoup plus de livres que ceux qui vont suivre, étant donné le nombre très, très important de livres ayant traité de ce sujet. Sauf que, bon, j'ai été obligée, je dois le temps nous est restreint. Donc, je vous invite de toute façon à aller regarder un peu plus loin. Moi, c'est juste des indications qui vont vous permettre déjà d'avoir les premiers éléments nécessaires, en plus de cette émission, pour pouvoir mieux y voir et mieux faire ce qu'il faut pour sortir de la dépression. Alors, premier livre, La dépression, comment s'en sortir, du docteur Mirabel Saron. Alors, la dépression, on peut s'en sortir, on n'est pas dépressif à vie. La dépression, comme on l'a très bien dit, je crois, tout à l'heure, ce n'est pas lié à un manque de volonté, ce n'est pas un manque de motivation, c'est vraiment un mal-être, un passage à vide dont on peut se sortir. Donc, ce guide pratique, il répond à vos questions. Quelles sont les thérapies les plus efficaces? Pourquoi je suis déprimée? Que dire à mon entourage? Comment aider mon entourage? Quel est le traitement qui me convient le mieux? Est-ce que je dois prendre ou pas des antidépresseurs? Est-ce qu'il y a des risques de dépendance, etc. Donc, c'est un livre qui vous propose des méthodes pour changer votre vision de vous-même, votre vision du monde, et pour combattre la dépression et surtout pour en sortir et ne plus y retomber. Ensuite, on a la dépression post-natale. On l'a évoqué très brièvement tout à l'heure, du docteur Nathalie Nanzers. On sait que, est-ce que tu savais, Sophia, que 13% des jeunes mamans qui souffrent de dépression, des jeunes mamans souffrent de dépression post-natale. Et est-ce que tu savais quand même, c'est hyper important, que le suicide, c'est la première cause de mortalité chez la femme durant l'année qui suit son accouchement. C'est quand même
hyper grave. Il faut avoir ça en tête. Prenez soin, s'il vous plaît, de vos femmes quand elles viennent de mettre un enfant au monde. Et c'est pas juste les 40 premiers jours comme c'est la tradition dans notre culture arabo-berbère musulmane. C'est toute l'année, s'il vous plaît. Prenez soin toute l'année de vos épouses. Et même avant, le jour où elle a accouché, on a tendance à aller voir la maman et dire félicitations et ramener un cadeau au nouveau-né. Mais on oublie la maman. Pensez un petit peu à la maman, un petit bouquet de fleurs, une boîte de chocolat. Comment ça s'est passé? Allez, Warrior, dis-nous tout, t'inquiète pas. Enfin, envoyer du soutien parce qu'on a vraiment tendance à l'oublier et à privilégier l'enfant. Malheureusement, j'ai connu plus d'une maman qui ont connu ça, mais sur le coup, elles ne l'ont pas dit, elles ne sont pas exprimées, car elles ressentaient une honte, elles ne voulaient pas en parler. Il n'y a aucune honte à avoir, mesdames. Vraiment. Là, je dis mesdames parce que ça touche les mamans, hein, dans ce cas-là, mais même les messieurs en dépression, il n'y a aucune honte à connaître cet état-là. Ce qui est honteux, c'est les gens qui vont vous pointer du doigt et vous rabaisser ou vous dire t'as un manque de foi, dis donc, c'est pas normal, ou arrête de toujours être pessimiste dans ta vie, la vie est belle. Oui, mais non, soyez empathique, soyez aimant et aimable avec autrui. Envoyez-leur de l'amour, de la force, des paillettes et des arcs-en-ciel dans nos vies. C'est ça qu'on veut. Exactement, exactement. Donc ce guide, la dépression postnatale, fait vraiment le point sur cette maladie qu'il faut prendre au sérieux, comme tu l'as très bien dit, que ce soit les causes, les symptômes ou les conséquences potentielles, le traitement et la prévention. Dans ce livre, vous trouverez de nombreux témoignages qui vont vous permettre justement de déculpabiliser et de sortir de votre honte. Également, nous avons 10 étapes pour sortir de la dépression de Sue Atkinson. Lorsque la personne traverse une dépression, elle se sent souvent paralysée. Elle a l'impression qu'elle pourra jamais s'en sortir, elle a besoin d'aide et précisément cet ouvrage, c'est ce qu'il va lui apporter, une aide simple et pleine de compassion pour l'aider à sortir de sa dépression. Vous verrez que dans le livre, il y a 10 étapes pour se sortir de la dépression par lesquelles il faut passer pour en sortir et ne plus y revenir. Vous avez également la dépression du bébé, dépression de l'adolescent d'Alain Braconnier et de Bernard Gols. Alors, le mal de vivre inhérent à l'histoire de l'humanité peut aussi toucher l'être humain dans ses premiers moments de vie et même déjà in utero. Donc, qu'il s'agisse du bébé ou de l'enfant ou de l'adolescent, le psychisme, il a besoin d'une certaine dose de bien-être et même les bébés donc peuvent développer des dépressions. Alors, en s'appuyant sur l'observation, l'écoute et la parole, les auteurs nous donnent des outils, des conseils pour identifier et là aussi aider les enfants à sortir de la dépression. Comprendre et soigner la dépression de Charles Peretti. Ce livre-là, par contre, il s'adresse prioritairement aux soignants, aux médecins, aux psychologues, aux psychiatres et à toute personne qui est dans une démarche de soins ou d'aide, donc les infirmières, les aides-soignantes, etc. Parce qu'il présente des points forts, des connaissances et des perspectives d'avenir concernant les patients, les personnes souffrant de dépression. Cette prise en charge, elle est souvent envisagée du patient sous différents angles dans ce livre. Et donc, c'est un outil qui va servir aux personnes qui accompagnent, qui aident les personnes dépressives. Et puis, dernier livre, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour la dépression, prévenir la rechute. J'en ai parlé très brièvement du Mindful. Les auteurs, donc il s'agit de 3 cliniciens qui sont reconnus dans le monde scientifique et qui pratiquent eux-mêmes la méditation. Ils ont conçu un programme en 8 séances intégrant la pratique et les principes de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale, qui est une approche qui est basée sur la pleine conscience. La personne dépressive, elle apprend à changer sa relation à ses pensées, à ses sentiments, à ses sensations corporelles. Et c'est écrit vraiment, ce livre, il est écrit dans une langue qui est simple, qui est accessible à tous. Il décrit les bases théoriques de la TCC, mais aussi il nous parle de la pleine conscience et il nous détaille donc les 8 séances du programme. C'est un livre qui est richement illustré de témoignages et que vraiment moi je conseille pour terminer cette émission parce qu'il est vraiment pratique et il va à l'essentiel. Moi, pour résumer, si je peux me permettre, je dirais juste, dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est être prévenant envers soi, être prévenant envers l'autre, donner un maximum d'amour à soi-même et à autrui, en fait, à nos proches, aux inconnus. Dans tous les cas, le karma, il fait bien les choses, ça va revenir sur nous. Donc, soyez gentils, soyez une bonne personne, écoutez-vous, écoutez vos proches, vraiment, ou même des gens que vous connaissez pas forcément, et essayez de leur tendre la main parce que peut-être qu'un jour, ça sera vous
il faudra relever. On ne sait pas. Et garder à l'esprit que être en dépression, ce n'est pas être faible, ce n'est pas être un mauvais croyant, c'est une alarme, une alerte de votre esprit qui vous dit là, tu as trop vécu, tu as trop supporté, tu as trop porté sur tes épaules ce que tu ne devais pas porter. N'oubliez pas que notre Seigneur nous dit qu'il ne nous impose pas plus que ce que nous sommes capables de supporter. C'est nous qui nous en imposons plus que ce que nous sommes capables de supporter. Donc, la dépression n'est pas une fatalité, on peut la prévenir, on peut la guérir. On doit, quand elle arrive dans notre vie, être à son écoute et prendre soin de nous. Donc, comme je le disais, comme à notre habitude, je nous souhaite la paix du cœur, de venir du plaisir du bien. Et Sophia, comme à notre habitude, je dirais continuer, mais confiant, ça change pas. Pluie d'arc-en-ciel sur vous, passez une bonne journée, soyez gentils avec vous, soyez gentils avec autrui. Aujourd'hui, on fait une bonne action. Enfin, on en fait tous les jours, mais particulièrement aujourd'hui parce que c'est vendredi. Donc, on lâche des petits cœurs sur le live. Ouais, c'est une bonne action, ça fait plaisir. On partage la vidéo, on va suivre William en consultation, on va suivre moi pour des informations. On salue aussi Abdel Salam, le monsieur des coulisses. Sans lui, on ne serait pas là pour vous aider. On se retrouvera à partir de mardi pour un nouveau format d'émission. Du coup, on va rendre ça un petit peu plus ludique, un peu plus jeune. Je vais vous ramener la sauce en puissance. N'hésitez pas à nous envoyer en message privé ou en commentaire les thèmes que vous voulez aborder dans votre vie du quotidien, que ce soit un cas de tous les jours, un cas qui vous touche vous, un cas qui touche quelqu'un ou un cas qui vous intéresse psychologiquement que vous voulez étudier. Partagez la vidéo, likez la vidéo, laissez des commentaires, donnez votre avis. Envoyez des cœurs, des arcs-en-ciel, envoyez de la pêche surtout, mais on garde le sourire. Et bonne sur vous à foison pour aujourd'hui, pour tout le week-end. Et je vous dis à mardi. C'est vrai comme.